Donc, ici, oups. OK. Donc, ça, c'est le keylogger. Ici, ben, c'est pas un matériel je dirais, de hacking, là. C'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est vraiment petit. Euh, c'est un petit pare-feu ou un firewall. Donc, qu'on peut configurer soi-même sur l'interface graphique du matériel. Donc, on a un petit RJ45 qu'on peut brancher sur notre portable, USB aussi. Donc, c'est ceux qui connaissent ça, le système d'exploitation OpenWRT, là, un firmware. Donc, c'est ça qui est installé. Puis, on peut aussi se brancher en SSH, naturellement, sur l'interface de gestion. Je l'ai malheureusement pas tellement utilisé, là, mais c'est pas dispendieux, c'est sur Hacker Warehouse. Celui-là, par exemple, je ne sais pas s'ils le font encore, je n'ai pas regardé, mais c'est l'année passée, ils l'avaient encore en vente. Ici, je vous ai déjà parlé un petit peu de Kali Linux, puis sûrement Cédric aussi. Kali Linux, depuis Windows 10, avec le Windows Subsystem Linux, on peut installer un Kali Linux et aussi un Ubuntu et d'autres systèmes Linux sur notre Windows. Euh, donc, on a juste à faut aller sur le Microsoft Store, le Windows Store, pour installer, configurer le système qu'on appelle Windows Subsystem Linux, WSL, puis on choisit quel OS Linux qu'on peut installer. Donc, peut-être à un moment donné, moi, je l'avais installé quand ça avait sorti, il y a quelques années, puis je n'avais pas tellement aimé, c'était pas très stable. Peut-être que cette année, je me lancerai sur une nouvelle installation, puis je vous montrerai ça un jeudi technique. On peut installer aussi, ben ça c'est très fréquent. On peut installer un système d'exploitation sur une petite clé USB. Donc, le Kali, on peut aussi, ce qui est intéressant, là, installer une persistance. Ça veut dire que vous démarrez votre ordinateur sur la clé USB, vous entrez dans votre Kali, vous faites les documents, vous faites les documents, puis ils sont tous les deux dans une grosse discussion. C'est quoi ça, Kali? Euh, la mienne adore. Donc, c'est ça, on démarre notre clé, notre ordi sur la clé USB. On fait des changements, on installe des outils, on télécharge des documents, peu importe. Donc, vous utilisez Kali. Donc, quand vous démarrez, vous fermez votre Kali, vous redémarrez votre ordi, peu importe. Donc, les données vont rester sur le système Kali. Donc, normalement, on appelle ça un système live. Donc, même si on installe des outils, dès qu'on va redémarrer, les outils ne seront plus là parce que l'installation s'est faite en live, qu'on appelle. Mais on peut leur rendre persistance. Donc, j'ai mis le lien ici si ça vous intéresse. Un émulateur Linux, ça, c'est très, très intéressant. Je pensais que l'année passée, on pouvait encore l'installer. Puis là, j'ai tenté de retrouver l'extension, puis ça m'a donné d'autres choses. Donc, j'ai pas pris le temps de fouiller, mais c'était un petit plugin, une extension qu'on installait à Chrome et Firefox. Puis, donc, en haut à droite, et dès qu'on cliquait sur notre petit logo, notre petit pingouin Linux,
on avait cette interface-là. Et c'est un émulateur, donc on se connectait sur un serveur et on pouvait naviguer sur le serveur, on pouvait aussi uploader un fichier puis le télécharger. Donc, c'était quand même assez intéressant, mais je pense plus que c'est maintenu à jour. Donc, c'était quand même assez cool comme extension. Bon, ici, c'est le fameux Antminer. Donc, c'est pour faire la crypto-monnaie. Euh, Peut-être, normalement, jeudi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'autres documents de configuration de ces matériels qu'on a vus un petit peu, là. Puis, je vais vous parler d'une investigation que j'ai faite sur un crypto de la marque Antminer là, on avait trouvé à l'université. Puis, donc, vous voyez ici, c'est pas un matériel, c'est pas une photo d'un site web, hein, c'est moi qui l'avais pris, cette photo-là. Donc, on l'avait trouvé en dessous d'un bureau, en arrière d'une tour, un ordinateur, une tour. Donc, ça, c'est le power supply, là, c'est le courant qui est branché sur ce power supply-là. Puis ici, ben, c'est comme, je dirais, une grosseur une boîte à souliers avec les fans, les câbles et tout ça. Et lui, ce que ça fait, ben, c'est pour crypter, ouais, ça fait la crypto-monnaie. Donc, c'était un étudiant qui avait branché ça à l'insu de son professeur et donc on l'avait détecté sur le réseau. Puis on avait été le chercher, puis on avait fait une belle enquête. Donc, je vais vous parler de ça jeudi. Mais c'était très intéressant. Et quelle heure? 19h10. On va prendre un petit 10 minutes. Puis je vais vous montrer quelques installations de Raspberry Pi. Puis c'est ça. Et jeudi, je reviendrai sur le sujet de ce matériel-là. Puis je vous parlerai de l'investigation qu'on avait fait du Antminer. Donc, c'est ça que tu parlais tantôt, France. Donc, je ne sais pas qui te l'avait dit. Ouais, j'avais déjà fait une Cédric, investigation là-dessus. Cédric. Ah, c'est Cédric? OK. Oui, puis Raspberry Pi s'en servait beaucoup pour créer son propre système chez lui, puis il en Mhm. parlait beaucoup. Ben, je posais beaucoup de questions à ce sujet-là, puis il nous a démontré comment il avait configuré comme son réseau chez lui Mhm. là, de manière sécuritaire avec ses Raspberry Pi. Super. Super. Je vais vous montrer un petit peu plus loin des trucs que j'ai déjà aussi installés. Qu'à tantôt. Ah, tu Tantôt. l'as retrouvé, l'émulateur? Ah, cool. En vidéo? Vidéo, PDF. Ça a l'air d'être plus de la publicité à côté, là, mais Euh, je vois pas son. C'est pas tout à fait pareil, par exemple. Je sais pas si c'est ça. Non, c'est peut-être un autre. Je connais pas le. parce qu'on fait DB. des commandes Linux, ça rentre, là, tu sais, quand tu fais ls, il te donne les chemins puis tout, puis Ouais. euh, Ah, OK, ouais, c'est un émulateur, mais c'est pas le même, moi, mais c'est intéressant. Euh, OK. Hmm.
Intéressant. Mais Ouais. c'est pas pareil que ce qu'on avait installé, là, mais lui, c'était vraiment ben, c'est un émulateur, c'est semblable à ce que tu viens de montrer, mais on fallait activer notre plugin à droite. OK, OK, ouais, je comprends. Puis même, je pense que si je l'ai-tu encore sur mon. Je l'ai eu longtemps dans mes extensions. Extension. Descends un Bon, petit peu. Ouais, c'est ça. regarde, il est ici. Pourtant, je ne le vois pas là. Il n'est peut-être pas activé. OK, gars. Ting. OK. Il marche encore. Et voilà. Donc, dès qu'on active notre plugin, on se branche. Puis ici, on peut uploader un fichier. Ça, c'était télécharger, je pense. Download of folder. Ouais. Ici, une synchronisation avec le serveur. Increase font size. Yeah. Puis decrease. Puis ici, même si donc c'était quelque chose avec du vidéo. C'est intéressant. Off docs. Quand même. OK. Je me souviens, j'avais montré ça à mon directeur, puis le directeur, il dit Oh shit! Il dit, j'espère que les étudiants ne découvriront pas ça. Hein? Donc, on prend notre petite pause. Ouais, Il est 19h15 jusqu'à 19h25. à plus.
continue. Donc, j'ai ajouté le lien que tu m'as donné, Harold, dans la nouvelle version du PowerPoint de ce soir. Merci. Donc, le Antminer, je vous parlerai de cette petite enquête-là qu'on avait fait il y a quelques années. Je vous en parlerai jeudi. OK. Donc, on va regarder un petit peu le matériel, l'installation, configuration de base pour Raspberry Pi. Donc, naturellement, le Raspberry Pi, ils ont aussi, tantôt, je vous ai montré Kanakit, mais Kanakit, c'est tout simplement une boutique en ligne où on peut acheter du matériel au Canada. Ici, c'est le site du produit Raspberry Pi. Donc, on voit tous les différents produits et accessoires qu'on peut acheter sur The Raspberry Pi. C'est ça. Donc, ils parlent naturellement de leur matériel, puis et ainsi de suite. Puis ici, ce qu'on vient de voir justement dans le site, c'est la section software. Donc, on peut, à partir de leur site Raspberry Pi, télécharger un système d'exploitation qu'on va installer sur le Raspberry Pi. Au tout début de Raspberry Pi, le système d'exploitation s'appelait Raspbian pour Raspberry Pi et Debian. Donc, c'était un système d'exploitation Linux Debian qui ont appelé Raspbian. Et maintenant, ben, on peut même installer un Windows sur Raspberry Pi. Donc, Kanakit, comme je vous parlais tantôt, la boutique en ligne qu'on peut acheter. Donc, sur le site de Kali, maintenant, on peut télécharger le système d'exploitation Kali, mais pour l'architecture ARM, donc une architecture pour les Raspberry Pi. Donc, on peut le télécharger naturellement gratuitement. Et les autres operating systems sont aussi sur le site ici que je vous ai montré. Donc, Raspberry Pi OS, puis différents Raspberry Pi OS, desktop, Debian, et ainsi de suite. Puis, naturellement, il y a d'autres sites où on peut télécharger un Windows, par exemple. Qu'est-ce que ça nous prend? Là, peut-être que ça a évolué dans les dernières années, là, mais moi, ça, c'est comment que ça fonctionnait à l'époque. Puis je pense que ça fonctionne encore comme ça. On met encore le micro SD dans notre Raspberry Pi. Donc, pour graver, il faut finalement installer, on télécharge, comme je viens de dire tantôt, un système d'exploitation sur un des sites de Raspberry. Puis, il faut graver on va dire graver ou on installe donc notre carte SSD ici. Moi, j'ai une fente dans notre portable, sur mon portable. Donc, normalement, vous devriez aussi avoir une fente pour installer, pour brancher un scan disque, un micro SD. Puis ça va vous prendre un outil comme Etcher. Puis Raspberry en a fait un aussi. Donc, ça grave tout simplement un système d'exploitation sur une carte SD, micro SD. Ensuite de ça, donc, quand on télécharge le système d'exploitation, on télécharge un point ISO. Donc, c'est le point ISO qu'il faut graver ou installer sur une micro SD. Ça ne prend pas grand temps à le faire. Donc, ça, c'est les différentes cartes SD qu'on peut acheter sur Internet. Il y en a de
divers volumes. Ici, c'est les 2 gigs. Il y en a, peu importe, 32 gigs, 64 gigs, 128 gigs. On peut l'acheter aussi sur le site de... Je pense qu'on peut l'acheter sur le site de Raspberry. Ensuite de ça, quand on démarre, quand on veut... c'est ça, donc on démarre pour la première fois notre Raspberry Pi. À l'époque, on n'avait pas le choix de le brancher sur un HDMI, donc par exemple sur une télévision ou un moniteur. Puis, donc on le démarre et naturellement, on voit notre Linux sur le moniteur ou la télé. Puis là, maintenant, ben, ils vendent des petits écrans. Ça, je l'ai... il- on l'a encore dans les accessoires sur Canakit. Comme ici, la petite switch aussi pour mettre à on ou à off notre Raspberry Pi. Puis, on a aussi, mon Teams a eu la misère. OK. Donc ici, cet écran-là, moi, je l'ai acheté il y a quelques années, puis il est toujours en vente là, sur Canakit. Donc, c'est un écran qui n'est pas très gros, je dirais comme un mini iPad, si on peut dire. Puis, on branche, donc ça, c'est d'autres. Ici, ça, c'est elle que je viens de vous montrer. Il y a d'autres types d'écrans. Puis ça, je pense que c'est la première génération d'écrans qu'on pouvait brancher là, sur un Raspberry Pi. J'avais jamais réussi à installer comme il faut l'écran. Puis ici, ben, c'est les autres Nadia, accès. Oui. je suis désolé de t'interrompre. Je vois plus ton écran. Faut-tu que je me recours ou... Ah non, non, c'est ça. Tantôt, comme je vous ai dit, j'ai eu un problème de Teams. Teams, je vous ai toutes perdu. Puis le partage d'écran a quitté aussi. Est-ce que vous avez vu Je ces pense, images-là? je pense que c'est de ma faute. J'ai accroché un bouton, puis il y a eu, ça disait share, puis là, j'ai fait cancel. Je suis désolé, j'ai accroché quelque chose. Pas grave. Est-ce que ça, vous l'aviez vu ou... Ouais, dans le fond, on n'avait pas vu les petits écrans puis ce matériel-là. OK. Oui. OK, je vais recommencer ici. Donc, quand on démarre le petit Linux, le Raspberry Pi, on va être branché en HDMI. Puis, soit on branche ça sur une télé, un moniteur ou un écran comme ils vendent encore sur Canakit. Vous voyez ici à gauche, là, c'est un écran, l'écran que vous avez ici à droite, c'est elle que vous avez là à gauche. C'est un écran à peu près comme un iPad, un petit peu plus petit qu'un iPad. Puis moi, je l'ai encore, cet écran-là, a coûté très cher, par exemple, beaucoup plus cher que le Raspberry Pi. Puis le Raspberry Pi se branche en arrière de l'écran. Donc, vous voyez ici, comme sur un socle. Puis le Raspberry Pi est sur le socle. Donc, c'est très intéressant. Puis les autres accessoires, ben, vous voyez un mini clavier qu'on branche en USB. Ici, ça, c'est un petit adapteur Wi-Fi. Le Ethernet USB qu'on pourrait aussi avoir besoin. Le petit Pi switch pour mettre à on, off le Raspberry Pi, donc qui est branché sur le Raspberry Pi. Puis ici, ben, c'est la batterie, parce que imaginez, vous faites un pen test avec un Raspberry Pi, puis le Raspberry Pi est caché en dessous d'un bureau donc, vous ne pouvez pas le brancher là, sur la prise courant du mur. Donc, parce qu'on pourrait le voir. Donc, ils vendent la batterie
USB qu'on pourrait tout simplement coller avec un tape alentour du Raspberry Pi la batterie. Puis donc, il y a USB. Donc, elle va durer, je me souviens plus combien de temps qu'elle peut durer. Mais ensuite de ça, donc tout ça, c'est en vente là, sur Canakit, entre autres. Donc là, quand on branche notre système, on obtient Nadia. naturellement. Oui. Tu avais parlé des 2 écrans avec le support. Puis, ben, je t'ai pas trop suivi. Comme tu m'avais perdu à ce sujet-là. Tu veux dire le Raspberry Pi? Le Raspberry Pi, ici, c'est le socle du l'écran, elle se fait comme plier un petit peu, là, elle est penchée par en arrière. Mais ici, le Raspberry Pi, on le branche en arrière de l'écran. Donc, c'est ça. Donc, l'écran, le socle, puis on a le Raspberry Pi sur le socle. Donc, c'est en un morceau finalement. Donc, on n'a pas le Raspberry Pi qui traîne à côté. Il est vraiment branché sur le socle en arrière de l'écran. OK. Ça, c'est un autre écran, je ne sais pas, Logitech. Il Puis n'y a pas ici, moyen de brancher, d'utiliser comme écran un vieux téléphone. Je ne sais pas s'il y a le Wi-Fi qui est intégré au Raspberry Pi ou pas, là. non. Non, non, non. Non, faut que tu le branches soit en HDMI sur une télé ou un moniteur OK. avec le câble HDMI. Sinon, un écran comme ça. Puis, Fait que dans le fond, c'est comme tout. moi, Oui. j'ai un petit hub USB, puis je peux brancher des écrans, puis je peux brancher pas mal de trucs en USB-C, puis en USB régulier. Fait que j'imagine que pour partir, je pourrais utiliser ça, puis utiliser mon écran, mon clavier, Ouais, c'est ça. etc. Euh, ouais, c'est ça. Parce que ton, euh, ton hub USB, ben, tu sais, le Raspberry Pi a minimum 4 ports USB. Donc, tu peux brancher une souris USB, un keyboard USB, un hub USB comme ça, que tu peux brancher d'autres, euh, d'autres périphériques en USB dessus. Puis après ça, sauf que ton écran, c'est vraiment, tu vas aller le rejoindre par ton câble HDMI ou OK. un écran, ouais. OK. Ouais. Puis ça, ben, il s'en fait plus de ces petits écrans-là. C'est vieux, là. Ça doit dater d'un bon 10-12 ans facilement. Puis ici, ben, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça, c'est une vieille photo, hein, mais ça illustre très bien. Puis ça, c'est plus récent. Donc, on a les ports USB dans le côté, le HDMI qui est ici, qui se branche sur un moniteur, par exemple, une télé. Ici, c'est le power, donc sous la prise de courant. Et la fameuse, le disque dur, finalement, la micro-carte SD est ici dans le côté. Puis, il y a aussi, là, il ne l'a pas mis, mais ce que vous voyez ici dans le coin, là, c'est il me semble que c'est là, c'est le audio-vidéo. Donc, je pourrais brancher avec les anciens ports audio euh, un- un- des écouteurs ou des petits haut-parleurs. Puis ici, ben, c'est les ports USB qu'on peut brancher, peu importe le périphérique. Puis ça, c'est un petit peu plus récent, donc on voit tous les ports qui sont ici. Puis ça, c'est juste une petite mention. Euh, il y a une compagnie britannique qui avait fait ce que vous voyez ici, un ordinateur portable, mais que le clavier, comme vous voyez ici, on peut le glisser là, pour pour qu'on puisse brancher un Raspberry Pi à l'intérieur. Donc, le Raspberry Pi devient, ben, c'est un nano-ordinateur, donc devient tout
tout le moteur, si on peut dire, tout la carte maîtresse, etc. Donc, le portable, ça devient finalement un portable. Donc, on l'insère à l'intérieur d'un portable. Puis ici, ben, ça, c'était l'écran. Vous voyez ici, c'est un écran. Puis le Raspberry Pi allait ici. Donc, c'est un écran. Puis celui-là, je l'ai encore. Donc, c'est un écran. C'est comme pour les plus vieux, un vinyle et un disque vinyle. OK, donc, c'était carré, hein, pour les plus vieux. J'en ai encore beaucoup, des vinyles. Et donc, c'est pas mal la même grandeur qu'un vinyle. Puis, c'est appuyé en arrière, quelque chose pour l'appuyer. Puis, donc, ici, il y a une plaque noire qu'on glisse, puis on met le Raspberry Pi à l'intérieur. Donc, naturellement, c'est tout branché par câble, puis on le démarre. Et ça devient un peu comme un gros iPad, finalement, avec un Raspberry Pi. C'était britannique, il y avait une compagnie britannique. Puis maintenant, ben, ils ont évolué, ils ont beaucoup d'autres modèles d'ordinateurs, puis c'est beaucoup axé pour les jeunes, les enfants à l'école, pour qu'ils puissent euh, manipuler l'informatique. Donc, un nano-ordinateur, puis après ça, apprendre à programmer avec le système d'exploitation. Je pense que c'est Pop OS, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'est très intéressant. Donc, une fois qu'on démarre notre le Raspberry Pi, après ça, ben, on a de la configuration à faire et l'installation des mises à jour, etc. Puis après ça, ben, on est prêt à utiliser notre Raspberry Pi. On peut aussi naturellement lui configurer des règles de firewall là, pour que, par exemple, que ce soit juste parce que vous pouvez vous brancher en SSH. Donc, vous êtes sur votre portable, vous vous connectez en SSH sur le Raspberry Pi, sur votre réseau. Donc, vous pourriez faire une sécurité aussi pour une règle de firewall pour que seulement votre adresse IP de votre ordinateur puisse se brancher sur le Raspberry Pi. Puis les mises à jour qu'il faut faire, etc. Donc, c'est bien intéressant. Puis, tantôt, on va le voir tantôt, mais il y en a qui s'installent un mini-serveur avec ça. Quand tu achètes la SSD, la carte SD de 128 Go, c'est quand même beaucoup d'espace. Donc, tu peux stocker des fichiers, tu peux stocker des vidéos, de la musique. Tu peux faire ce que tu veux, plein de belles choses avec ça. J'avais un ami qui avait, son père avait un chalet, puis mon ami il avait installé un Raspberry Pi avec une caméra de surveillance sur le Raspberry Pi. Donc, il pouvait surveiller ce qui se passait sur le terrain de son chalet quand il n'était pas là. Je pense qu'il y avait des chevreuils qui allaient sur son terrain, puis il n'était pas certain, donc il voulait surveiller. Puis mon ami pouvait se brancher à distance sur le Raspberry Pi au chalet de son père, puis voir qu'est-ce qui se passait sur le terrain. Donc, on peut faire ce qu'on veut avec un Raspberry Pi. C'est surprenant. Même si c'est petit, peut faire bien des choses. Puis les accessoires sont nombreux aussi. Ça, c'est certains accessoires que j'ai. Puis c'est ça. Donc, ça a évolué aussi dans ce domaine-là. On va regarder tout de suite les projets personnels. Donc, le Pi-hole, est-ce qu'il y a des captures un peu, des captures d'écran? OK. Donc, le Pi-hole, c'est un Network Wide Ad Blocking.
Donc, c'est pour bloquer tout ce qui est publicité ou les publicités. Des fois, dans les publicités sur les sites web se cachent des fois des malwares. Donc, le Pylo, on y installe donc son système, puis ça devient sur notre réseau notre système qui va bloquer des publicités malveillantes ou des sites web aussi qu'on pourrait bloquer. Donc, si par exemple, on a des enfants à la maison, puis on voudrait bloquer des sites 3X ou peu importe. Donc, on installe un Pylo et on l'installe naturellement sur un Raspberry Pi. Donc, ça bloque des noms de domaine, des sites malveillants ou la publicité malveillante. Il y a un GitHub qui nous présente la recette, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'installation. Donc, on a quatre méthodes maintenant avec un Docker. Mais c'est pas compliqué à installer. Puis une fois qu'on l'a installé, on va tout simplement sur notre IP, notre adresse IP du Raspberry Pi pour entrer dans l'interface de gestion. Puis on peut naturellement installer, on peut aller sur des sites pour installer par exemple, des fichiers de configuration ou des listes qui sont des blocs listes qu'on appelle, des listes de sites 3X ou peu importe, qui sont catégorisées, puis on peut l'intégrer à notre Pylo. Donc, on peut finalement se monter un Pylo qui bloque des milliers de sites web qu'on ne voudrait pas naviguer sur ces sites-là. Oui, France? As-tu une petite question? Ou, Oui, mon clavier m'a lâché. Donc, ben, c'est une question un peu stupide, mais quand on installe le Pi-hole, c'est-tu mieux de l'installer, genre, la connexion avant que ça touche ton, comme, je sais pas comment tu veux dire, dire comme, au top du réseau? Hein? ouais, c'est ça, là, comme l'extérieur, entre l'extérieur puis le... Je sais pas, je Puis, pense qu'il y en a un qui Sylvain, tu l'as-tu déjà installé? Moi, je m'en souviens pas à quel. Est-ce qu'il faut l'installer comme après notre routeur ou après le firewall? Je ne me souviens plus. Ouais, ben moi, pour pas déranger toute la famille chez nous, je l'ai implanté sur un Raspberry Pi, puis je l'ai plugué avec un câble Ethernet sur le Wi-Fi. Puis moi, dans mon ordinateur, j'avais OK. redéfini euh, dans les adresses IP, là. Oui, les Ben, DNS, puis ouais, c'est ça. Puis fait que j'étais le seul à passer par ça pour aller sur OK. Internet. Puis c'était pas pire parce que je me souviens, je pense que c'est Geek4Geek que j'avais consulté. Puis à un moment donné, j'avais eu un message me disant de laisser passer la publicité. C'était comme ça qu'il subvenait à ses besoins. Mais là, je me demande aujourd'hui là, comment est-ce qu'il a fait pour savoir que je l'avais bloqué. Aucune idée. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui a passé qui a comme communiqué que le reste ne se rendait pas. Hein? Je sais pas. Moi, quand C'est- je l'avais testé, il y a plusieurs années, euh, ce qui était étonnant, je ne sais pas si c'est parce que c'était une des premières versions, hein, c'est que si disons que, je ne sais pas moi, je vais sur le site de cégeupgarneau.ca, puis ce site-là, je ne le veux pas. OK? Je ne veux pas y accéder. Donc, je l'intégrais à ma liste pour bloquer ce site-là. Mais il fallait toujours euh, lui indiquer ce site-là, on le bloque. OK? Donc,
à chaque fois que j'allais sur un site, je faisais des tests, tu sais, je disais, bon, ben, je voudrais qu'il bloque cette adresse, ce site-là. Ben, il fallait toujours que je lui indique que ma navigation était bloquée. Puis là, j'avais un bouton, par exemple, oui, je veux y accéder ou non, c'est correct, je ne veux pas accéder à ce site-là. Donc, à chaque fois qu'après 1 heure, tu te tannes, même si j'avais fait la mise à jour des listes de sites qui étaient à bloquer. Mais après ça, je ne l'ai pas réinstallé, donc je suppose que maintenant, tout va mieux. Mais, Ben, mais c'est effectivement, c'est un bon outil. on a fait Pour une répondre. utilisation plus précise que moi. Moi, j'ai comme pas bloqué avec les IP. OK. J'ai juste bloqué le trafic, puis à un moment donné, j'ai chargé trop de listes. Là, il s'est mis à tout bloquer. Là. Ça a été plus facile de l'enlever. Là. Il faut que je m'en refasse un autre. J'ai bien aimé Ouais. l'expérience. Aussi, j'avais aimé ça, sauf justement les bloquants que j'avais, mais je suppose que c'est mieux aujourd'hui. Que peut-être me réessayer pendant mes vacances cet été. Oui, Yann? Pour répondre à la question, comment est-ce qu'ils font pour savoir qu'on a bloqué? C'est que quand la page load pour la première fois, ils download quelque chose, une pixel ou quelque chose qui fait un appel à un serveur. Cet appel au serveur-là, finalement, dit dans tant de minutes, si tu n'as pas eu la confirmation qu'il y a aussi eu la publicité qui est downloadée, et un pop-up qui dit hey, tu sais, en passant, on survit avec ces pubs-là, s'il te plaît. OK, ouais. Pour le faire, ben, on peut jouer dans les paramètres de JavaScript pour faire en sorte que ça l'arrête. Pi-hole a aussi l'option de bloquer ce genre de choses-là, de faire à semblant qu'on download le pixel et la pub, donc downloader sur ton serveur, puis après ça, qu'il n'ait juste pas joué sur ta page, mais c'est dans des paramètres assez avancés. OK. On va le réessayer cet été, puis on s'en reparlera. Et la nouvelle version de Pi-hole est capable de reconnaître ce type de requête-là, puis de le bloquer. C'est ça que tu as dit, Yann? Oui, c'est ça qu'il peut le savoir. Il peut le savoir, le serveur, que tu l'as bloqué, mais tu peux aussi, avec une fonction qu'il y a sur l'interface de gestion, de bypasser ça finalement, ce que j'ai bien compris. Donc, le site ne sait pas que tu as bloqué leur pub. Merci, j'en ai débat ce que Yann disait. Merci. Donc, ça, c'est Pio. Moi, j'avais installé aussi, je vais vous montrer en photo en premier. Donc, vous voyez, c'était un vieux Raspberry Pi. À l'époque, on avait, ça c'était tout nouveau, hein, le petit boîtier transparent. Puis, vous voyez, j'ai un fil bleu, mon Ethernet, branché sur un ordi. J'ai je pense que c'était, ouais, c'est ça, c'était un USB RJ45, là, donc parce qu'il y a juste un port RJ45. Moi, j'en avais besoin de 2. Donc, j'avais branché le RJ45 sur un adapteur USB. Puis après ça, ben, ça, c'est tout simplement le HDMI et le pouvoir sous la prise de courant. Donc, cette installation-là s'appelle un Network Tab, ou TAP plutôt. TAP, moi, TAP. Donc, le Network TAP, finalement, c'est un ordinateur, ouais, un ordinateur. Tu branches sur un ordinateur, le petit Raspberry Pi. Tu branches pour qu'il s'initie sur leur réseau pour faire du sniffing. Il intercepte donc le trafic entre 2 ordinateurs. J'avais fait ça pour une enquête à l'université. C'était le technicien de la DTI qui avait installé le TAP
ou le span port, qu'on appelle aussi un autre terme. Puis ça, ben, je l'avais tout simplement testé chez moi, une installation comme ça. Puis finalement, je pense que j'ai eu à l'utiliser une fois pour une enquête à l'université. On avait reproduit cette installation-là. Donc, le TAP fait que on le met ici, is a device that is placed between two endpoints, donc entre deux ordinateurs sur le réseau. Et finalement, ton ordinateur à toi fait que tu te branches sur ton ordinateur qui est fantôme, hein, qui est le TAP, puis tu peux capturer le trafic que l'ordinateur que tu surveilles, hein, le deuxième sur le réseau, que tu surveilles, donc que tu vois tout passer. C'est ça, donc c'est un span port. Donc, on va continuer ici. Tous les paquets sont forwardés pour taps are made to be invisible. Donc, c'est ça, on est comme fantôme. Donc, on peut capturer tout ce que la personne fait sur son ordinateur. Donc, moi, ce qu'on avait fait, c'est que j'avais besoin de voir de capturer le trafic réseau sur un ordinateur de l'université. C'était un étudiant qui était sur l'ordinateur. Puis on pouvait voir, donc, on capturait tout le trafic. Donc, il allait sur des sites pour télécharger des films, ben, on pouvait capturer tout ça. Donc, ça, c'est vraiment invisible. Donc, tu ne le vois pas. La personne ne peut pas le savoir qu'elle est surveillée avec un TAP. Puis ici, ben, c'était la recette à suivre pour installer un Raspberry Pi en Network TAP. Donc, peut-être que là, ça a évolué. Peut-être qu'il y a d'autres outils qu'il faut installer sur le Raspberry Pi, mais en tout cas, moi, ça avait très bien fonctionné. Donc, c'est toujours possible de faire ça avec les nouveaux. Puis ici, ben, c'est d'autres installations. Lui, je n'avais pas eu que je ne voulais pas l'installer, mais ça a pu être quand même intéressant d'utiliser finalement le Raspberry Pi comme une passerelle, donc un Tor, donc pour anonymiser la navigation. Donc, ça veut dire que tout ton réseau d'ordinateurs chez toi, ben, tu es branché sur une switch. Puis la switch, au lieu de te brancher sur Internet, sur le routeur, branché sur le Raspberry Pi, qui est ton gateway vers Internet. Donc, ça veut dire que tout ton réseau est torisé. Donc, tu n'as pas besoin d'installer Tor sur un ordinateur ou sur une machine virtuelle parce que ton gateway est torisé. Puis ça, ben, c'est ce qu'on appelle un Torbox. Donc, c'est un petit Raspberry Pi que tu installes Tor avec d'autres installations, d'autres configurations, mais ça veut dire que tu peux passer ton réseau, ton gateway vers Internet. C'est le réseau Tor. Il y a le Squid aussi, c'est un proxy. Pour installer un proxy pour filtrer les connexions sur le web ou pour bloquer la navigation sur des sites illégaux. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ici, à l'époque, c'était mon réseau que j'avais ici. Puis, je voulais installer le VPN sur un petit Raspberry Pi. Mais j'ai pas eu le temps. AnonaBox, ça n'existe plus. C'était génial comme qu'est-ce qu'il avait fait. Vous voyez, c'est petit. C'est un Raspberry Pi qu'ils ont fait tout simplement avec une imprimante 3D, un petit box, un boîtier. Puis, donc, c'était finalement l'équivalent de ça, un Torbox.
Donc, ce qu'il y avait d'installé sur le AnonaBox ou le Raspberry Pi, c'était tout simplement Tor et VPN. Donc, on l'installait encore là, comme le Torbox tantôt. On installe ça comme une passerelle, un gateway vers notre Internet. Puis, il y a différents features qui étaient installés, entre autres le VPN. On pouvait le brancher en Wi-Fi, etc. Donc, ça coûtait un bon 400 $. Puis, il y avait différents. Ben, vous voyez ici les prix. Le plus cher, c'était 120 US. Donc, peut-être 150 à l'époque. Donc, VPN et Tor étaient en vente à l'époque sur Amazon et sur AnonaBox. Là, maintenant, c'est discontinué. Les autres trucs, oui, Nadia, excuse. Francis a une Oui, question, s'il vous plaît. oui. Il y a quelqu'un qui avait une question? Ouais. Oui, c'était moi. OK, OK. Fait qu'il y avait j'ai deux questions. J'ai oublié le nom de l'appareil, mais c'est lui qui te rend gauche pour voir qu'est-ce que l'autre, oui, le Network Tap. Est-ce que ça fonctionne pour des ordinateurs qui ne sont pas physiques, comme on va dire un utilisateur qui on va dire ben, dans les écoles ou dans les bureaux de santé, où est-ce que ça prend un log? Tu peux utiliser un ordinateur n'importe où dans le réseau, mais avec OK, ton ouais. log. Je Ouais, sais pas OK, si ça fait donc du sens, ma question, là. un genre de terminal public, là. Peu Ouais. importe l'utilisateur, tu te branches dans ton compte, puis ben, c'est tout périphérique qui est RJ45 qui est branché sur le réseau. Je ne suis pas technicienne, là, mais j'imagine que tout périphérique qui est sur le réseau filaire, tu peux installer un TAP. Ben, il faudrait fouiller sur Internet, là, mais Ben, lui, il va s'initier en 2 ordinateurs sur le réseau. ben, c'est ça la question, là. Est-ce que c'est un ordinateur comme physique ou c'est plus un ordinateur Oui, mais ton ordinateur est branché sur le réseau. ouais, c'est ça. Fait que c'est un ordinateur ça. virtuel. Fait OK. Oui, c'est ça. Ça prend un ordinateur qui est branché sur le réseau. Puis après ça, ben là, tu t'installes ton TAP. Moi, j'avais fait ça une fois, mais l'autre fois que j'avais fait du TAP, ça, je vais vous en reparler quand je vais vous parler des enquêtes que j'ai faites. Mais le technicien avait installé le TAP dans sa configuration réseau. Mais moi, je l'avais laissé sur place un laptop. Donc, ce laptop-là était le TAP. Puis, avec un autre ordinateur à l'université, dans mon local, dans notre bureau, je me branchais sur cet ordinateur-là. Donc, l'ordinateur sur lequel que je me branchais, c'était le fantôme. Donc, c'était comme si c'était l'ordinateur de l'employé qu'on surveillait. Donc, c'est comme pour côté trafic réseau, l'ordinateur sur lequel que je me branchais, l'ordinateur qui était notre ordinateur fantôme, ben lui il capturait finalement tout le trafic réseau qui passait sur l'ordinateur de l'employé qu'on surveillait. Donc, c'est comme ça que le TAP fonctionne. C'est un sniffing. C'est un sniffer que tu installes sur le réseau, mais c'est un TAP. On appelle ça un TAP. Mais il sniffe. Donc, il capture le trafic réseau qu'il y a sur l'ordinateur qu'on surveille, l'employé qu'on surveille. Et puis, ma deuxième question, Mm-hmm. c'était pour tes torts. Oui. Parce que tu parlais d'autoriser toute
dans le fond, que tout ce qui sortait était autorisé. Oui. Puis, je voulais savoir, est-ce que c'est comme ça même sur les sites qui sont pas Tor? Mhm. OK. Merci. Finalement, ton gateway te permet ton tunnel d'anonymisation et de chiffrement de ton. Parce que tu sais, le réseau Tor, c'est des sites .onion, là, mais tu peux naviguer sur un site .com quand même quand tu actives ton service Tor. Donc, ça, je vais vous en parler dans 2 semaines. Mais lui, le petit Torbox, le petit Raspberry Pi, te permet tout simplement d'avoir une passerelle qui t'empêche finalement d'installer Tor puis d'activer ton Tor sur ton ordinateur à toi. Donc, quand tu sors sur Internet, ton Internet est Torisé finalement. Donc, chiffré puis anonyme. Donc, Si je peux tu peux naviguer peu importe sur le site que tu veux, mais tu es protégé finalement. Tu es anonymisé. Si je peux me permettre, là, dans ton algorithme qu'on voyait tantôt où tu as le Unix Gateway, puis après ça, on voyait que tu voulais installer un VPN sur le Ouais. Raspberry Pi. Dans le fond, c'est quoi l'avantage ici Ben, ici, c'était un autre. après ton gateway d'avoir un VPN sur le Raspberry Pi? Ben, ici, c'est que ça m'empêche, disons que je l'avais fait, là, je ne l'avais pas fait, mais ça m'empêche d'activer un VPN sur mon ordinateur, tout simplement, qui est sur mon réseau. Par exemple, cet ordinateur-là, j'active un VPN pour sécuriser ma navigation. Mais si j'ai mon VPN ici, ben, je n'ai pas besoin de l'activer, mon VPN. Parce que c'est comme, tantôt je parlais du Torbox, finalement, c'est comme un gateway. Je n'ai pas besoin de ça veut dire que tous les ordinateurs qui sont sur mon réseau, que ce soit les machines virtuelles ou ici le Debian, ça c'est un ordinateur. Donc, il se branche automatiquement, il VPN. Donc, tous mes que ordinateurs. tu utilises ton laptop Windows ou que tu sois dans une machine Peu virtuelle, importe, en bout de ligne, ils vont tous passer par le VPN. par le ici. VPN. OK. Ouais. Puis il est installé sur un petit Raspberry Pi, mais c'est un projet que j'avais eu, puis je ne l'ai pas fait. Il y a bien des affaires que je n'ai pas faites comme projet, mais j'étais prof, c'est pour ça. Un peu de temps. Puis ça, c'est d'autres installations de l'époque, là. Ici, mon collègue à l'université avait installé, je pense, le Poison Tap. On va y voir s'il existe encore, le Poison Tap, le code. Ouais, c'était. Oui, la petite animation, là. Quand c'était connecté, là, c'est ça que ça donnait sur l'écran de. C'était cookies, OK, siphons, ouais, pour capturer les cookies, expose internal router and install web backdoor on lock computer. Donc, tu t'installes ça, ton petit Raspberry Pi, puis, mais on pouvait l'installer aussi sur une petite clé USB, je me souviens bien. Puis, dès que tu es branché sur l'ordinateur, un petit peu comme un keylogger, donc tu te branchais en arrière de l'ordinateur pour pas que ça, ça soit visible. Et dès qu'il était installé, qu'il connectait sur l'ordinateur, donc ça devenait un petit peu comme le robot Doki qu'on voyait tantôt. Donc, il exploitait donc la machine. Donc, il pouvait capturer les credentials, puis euh, il l'avait déjà installé, un de mes collègues à l'université, puis il l'avait branché sur un ordinateur d'une secrétaire dans un département quelconque. Ça avait fonctionné. C'était un pentest qu'on faisait.
Celui-là, je ne m'en souviens pas, le PAN, ça fait longtemps, 8 ans. Customer USB Attack Platform based on a low-cost Raspberry Pi Zero. Donc, le petit Raspberry Pi Wi-Fi. Je me souviens pas qu'est-ce qu'il faisait, celui-là. Naturellement, c'est pas mal tout le temps pour faire des pentests. Ici, ça, je vais vous le montrer jeudi. C'est un... Vous voyez, c'est ça que je vais vous montrer jeudi. C'est pour sanitizer. Donc, pour nettoyer une clé USB qui aurait, par exemple, un document Word avec un virus ou peu importe. Donc, le Raspberry Pi devient, on branche la clé USB qu'on veut nettoyer. Puis après ça, il part automatiquement son outil pour nettoyer la clé. Puis il va... est-ce qu'il nettoie la... Oui, ça, il nettoie la clé. Je me souviens bien, parce qu'on peut brancher une autre clé, parce que le Raspberry Pi a plusieurs ports USB. Donc, tu en branches une autre, puis il fait comme un transfert. Je pense qu'il fait un transfert du document. Donc, il va nettoyer le document Word. C'est ça. Il va nettoyer, par exemple, le document, le fichier, qui est sur la clé A, par exemple. Puis, il va transférer sur la clé B le document Word qui a été nettoyé. Donc, pour être certain qu'il n'y a pas de virus sur le document. Puis, je pense que celui-là, il avait fait qu'il joue une petite musique. Puis, quand la musique arrête, ça veut dire que le transfert de fichiers, le nettoyage a été fait. Je pense que c'est ça qu'il fait. On le regardera jeudi. Ici, ben là, je vous ai mis des liens, des livres sur les Raspberry Pi, mais je n'ai pas fait une mise à jour de tous ces liens-là. Des alternatives au Raspberry Pi, parce que le Raspberry Pi, c'est un produit, c'est comme un iPad. OK? L'iPad, c'est une tablette. Okay? Son vrai mot, c'est une tablette. Mais Apple a fait l'iPad en premier, puis maintenant on appelle ça des iPads. C'est comme frigidaire, c'est une barque. Donc, eux autres, les nano-ordinateurs, il y a Raspberry Pi, mais il y a d'autres marques aussi. Donc, entre autres, Arduino ici, je pense que je l'avais... Non, j'avais mis plus des sites qui parlent des différents Raspberry Pi. Donc, on a le Raspberry... Celui-là, je ne le connais pas. Banana, Rock 664. Le Arduino, c'est le plus populaire avec le Raspberry Pi. Au lieu d'être comme une carte de crédit qui est faite un grand rectangle, le Arduino est plus carré que rectangle. Quand même rectangle, mais il est plus large. Un petit peu plus large. Donc, il y a beaucoup d'autres produits autres que Raspberry Pi. Puis ici, ben, à un moment donné, quand je pense que j'avais acheté le Land Turtle c'est ça, je pense que j'avais acheté le Land Turtle. Puis Ag5, ceux qui vendent les matériels que je vous ai montrés au début, ils avaient fait des petits livres pour l'installation, configuration, utilisation de leurs produits. Puis, c'est sold out depuis quelques années. Puis là, ben, ça, c'est les nouvelles versions de leur... c'est des e-books, c'est plus des livres. Donc, moi, j'en ai un ou deux, je pense. Je pense que j'ai le Wi-Fi Pineapple puis le Lantota. Puis c'est des petits livres. Puis là, maintenant, ben, nouvelle génération, c'est rendu des e-books qui vont. Donc, c'est le cours de ce soir. Donc, jeudi, je vous montrais à la caméra le matériel que j'ai.
comme vous allez voir, la dimension, la plupart, c'est des petits, du matériel qui est quand même, c'est pas gros, donc il faut que ça passe souvent inaperçu. Puis, je montrais quelques documents sur ces matériels-là. Puis après ça, ben, je vous parlerai de l'enquête qu'on avait faite sur le Antmiter qu'on avait détecté sur le réseau à l'université dans un pavillon sur le campus. Ça a été une belle investigation pour en connaître plus sur le crypto, sur le matériel, l'équipement, le Antmiter. Puis on avait réussi à hacker le système, puis à trouver à qui appartenait le Antmiter. C'est un étudiant. Puis c'est ça. Donc ça, on va parler ça de jeudi. La semaine prochaine, c'est 2 cours sur des groupes de cybercriminels. Donc, on va parler du début je dirais, des hackers qui sont célèbres. Puis après ça, naturellement, les groupes de ransomware. Donc, on va regarder c'est quoi leur motivation, les intentions, leur technique, puis le type de dommages qu'ils font. Donc, on va parler des groupes aussi de cette année qui ont fait la manchette, entre autres Black Basta, puis Lockbite. Donc, puis Continuous, ben, je dirais que depuis un bon 2 ans, c'est très intéressant pour ceux qui sont en cybersécurité parce que les groupes de cybercriminels se chicanent. Donc, des fois, il y en a un membre ou 2 membres du groupe de ransomware, de ransomware qui se chicanent puis quittent le groupe et met en ligne des informations qui concernent le groupe de cybercriminels. Donc, c'est intéressant parce que avec ces informations-là, ben, tu vois comment il fonctionne, ce groupe-là, puis tu obtiens aussi des listes d'outils qu'eux autres utilisent pour attaquer les entreprises. Donc, il y a eu Continuous, puis cette année, on a eu 2, Black Basta, puis Lockbite. Donc, c'est 3 très gros groupes de cybercriminels qui sont riches, puis qui ont eu des chicanes. Et on a eu donc des informations qui ont été divulguées par les membres qui ont quitté ces groupes-là. Donc, on parlera de ça, 2 cours la semaine prochaine. Puis dans 2 semaines, on va avoir 2 cours sur le Dark Web. Donc, ça va être bien intéressant. Puis on va parler aussi, c'est pour ça que là, j'ai jumelé la semaine prochaine le groupe cybercriminel, puis dans 2 semaines, Dark Web, parce que Dark Web et cybercriminalité, ça fit ensemble. Hein. Donc, je vais vous montrer certains sites sur le Dark Web, sur le réseau Tor, des groupes de cybercriminels et des forums. Naturellement, ne pas faire ça chez vous sans protection. Donc, on regardera ça dans les 2 prochaines semaines. Oui, Gustavo. Salut Nadia, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce que ça passe si dans mon voiture, j'ai tout ce type d'appareil et la police m'arrête pour faire une révision sans raison? Est-ce que porter ce type d'appareil c'est interdit ou c'était pas bon pour moi? C'est pas bon pour toi si tu passes à la douane. Je dirais qu'aujourd'hui, tu aurais n'importe quoi et tu passes suspect. Bien sûr. Mais tu vois, quand j'avais acheté je vous ai montré tantôt les keyloggers. Hein? On va regarder mon petit keylogger. Keylogger.
ici. Ouais, celui-là, le plus récent. Quand je l'avais acheté, ça venait d'une compagnie, la compagnie Kellogg.com. Je pense que ça vient de la Roumanie. Et je l'avais acheté en ligne. 2 semaines après, ça arrive chez moi par la poste et je vois que le paquet avait été ouvert par les douanes. Hmm, Mais le keylogger était à l'intérieur. OK, puis là, j'arrive le lendemain, je montre ça à mon directeur à l'université, puis il dit, premièrement, tu as été capable d'acheter ça sur Internet. Ça a passé à la douane, ils l'ont pas retenu, puis tu l'as reçu. Je dis, oui. Euh, c'est sûr que j'aurais pu m'attendre à ce que ça soit confisqué là, du colis, là, de l'enveloppe. Euh, Sauf que c'est c'est- c'est ambivalent parce que Hack 5, là où on achète les Land Turtle, puis après ça, les Robot Ducky, Land Turtle, Robot Ducky, puis Wi-Fi Pineapple, ça c'est le Hack 5. C'est une compagnie aux mhm, États-Unis. Donc, moi, j'achète ça là, puis aucun problème, je le reçois chez moi par la poste. Mais tu sais, c'est tout du matériel, autant de pen testing que de hacking, mais aussi de ok, surveillance. Tu sais, je pourrais surveiller, je pourrais mettre un Raspberry Pi pour faire une surveillance, pour une enquête, hein, tu sais. Donc, c'est pas évident. Pas évident. Euh, Tu sais, tu pourrais, par exemple, faire un pen test. Une entreprise pourrait t'engager pour faire un pen test. Puis ton pen test, c'est que tu te promènes en voiture avec ton portable. Puis ce que j'avais montré dans la vidéo, là, la carte AFGA, euh, tu pourrais faire ça, puis faire ton pen test alentour d'une entreprise. Quelqu'un pourrait dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, ben, je fais un pen test, tu sais. Mais tu pourrais aussi pirater, tu sais. Tu pourrais être un hacker, quelqu'un de malveillant, mais tu peux être aussi en train de faire un pen test, tu sais. C'est ça. La bonne chose, c'est pas de passer à la douane présentement avec ça. C'est oui, parce que, sûr et certain que Donald va vouloir l'avoir. bien sûr, parce que vraiment, quand vous présentez tout type d'appareil, et bien sûr que de mon côté, ça m'intéresse acheter quelqu'un, essayer, parce qu'une chose, c'est la théorie, et vraiment, autre chose, c'est la pratique, oui. Mm. C'est une question que ça m'inquiète un peu, et pour ces raisons, est-ce que j'ai fait ces questions, oui. Mhm. Et comment est-ce que je pouvais, par exemple, il y a un appareil qui s'appelle Flipper, je Oui. ne me trompe pas. Mais je ne sais pas si c'est le côté pentester ou hacking ou les Mhm. deux. Ça dépend de l'utilisation qu'on a faite. C'est ça. Mais vraiment, comment est-ce que je pouvais justifier une chose comme ça? Bien sûr que je pouvais dire, oh, je suis élève de le programme Cyber Enquête, à aucune garantie. Mhm. Ah, c'est sûr. C'est sûr, sauf que, tu sais, si disons que tu fais un pen test pour une compagnie, tu travailles dans une firme de pen testing, puis tu fais ça, ben, tu sais, t'as l'autorisation. Tu sais, t'as l'autorisation de ton entreprise, puis du client en plus. Le client veut que tu fasses un pen test. Donc, normalement, l'entreprise, euh, tu sais, tu vas savoir, tu vas lui dire, bon, ben là, on nous a engagés pour faire un pen test, on va faire ça d'ici un mois, 2 semaines. On ne dit pas trop ce qu'on fait parce que si tu fais un pen test d'ingénierie sociale, ben là, tu t'annonces pas avant pour dire, ben là, demain, je vais aller tester vos employés. Tu sais, tu y vas dans la semaine et tu vas voir si tes employés sont sensibilisés à ça ou pas, tu sais. Donc, c'est la même chose si tu utilises, je connais un gars qui est expert en pen test,
Puis lui, ses pentests, c'est toujours avec un Raspberry Pi pour faire du sniffing sur le réseau. Est-ce Mais, il y a une juste autre question en relation à ça. Et il existe une organisation, un groupe, une association, un endroit que je pouvais, par exemple, registrer comme un pentester pour justifier la propriété C'est des parce appareils comme que ça? c'est parce que normalement, tu fais une certification, que ce soit du EC Council ou du SENS ou OSDP, OSDP, ouais. Donc, tu as ta licence de la license pen tester. Mais tu sais, c'est sûr que l'entreprise qui va payer ses employés à faire des certifications comme ça, ben, tu deviens. J'ai fait la question parce qu'en parallèle, par exemple, au Mexique, les armes de feu sont interdits, oui. Mais tu pouvais acheter un si vous avez une justification vraiment importante. Mhm. Et après que tu as acheté cette arme feu, tu dois aller à la army, j'oublie le nom en français, désolé. Mhm. Et pour dire, oh, j'ai pas une arme de feu officielle, tout ça, et j'étais enregistré comme ça. Il y a une chose similaire, par exemple, ça me vient à la tête, j'ai acheté les flippers, je pouvais à la poste, à la quartier de police et dire, oh, je suis un pentester, j'ai acheté ça, registré dans votre dossier ou fichier, je ne sais pas. Mhm. Il y a une chose comme ça, non? Non. Ben, c'est sûr que tu vas être légitimé par ton employeur. Quand tu vas faire un pen test avec un Wi-Fi Pineapple ou un Raspberry Pi, ben, tu sais, ton chef d'équipe ou ton entreprise a accepté que tu fasses des pen tests avec ça. Tu sais, c'est souvent même très la bienvenue, là, parce que tu sais, le pen test que tu vas faire, ça pourrait être un hacker qui le fait, là, cette activité-là. Donc, le pen tester va encore mieux, je dirais, euh, euh, faire des activités que quelqu'un de malveillant pourrait faire. Donc là, c'est un pen tester qui va le faire. Donc, ça va démontrer à l'entreprise, au client, ben voyez, qu'est-ce que je pourrais faire, le dommage que je pourrais faire sur votre réseau si j'étais un pirate. Je ne suis pas un pirate, je suis un pen tester. Tu sais, je fais ça pour le bien de votre entreprise. Mais là, tu es mandaté par, tu sais, tu travailles pour la compagnie, ta firme, tu fais des pen tests. Donc, tu as l'autorisation de ton employeur, puis en plus, le client qui s'attend à ce que tu fasses un pen test ouais, pour évaluer la sécurité de son réseau. parce qu'il y a quand même un contrat qui vient avec ça, là. Tu sais, je veux dire, Ah quand ouais, tu fais c'est affaire une avec une entente. entreprise, tu as, une entente, tu as un contrat. Puis si tu t'en vas sur le terrain et faire des pen tests, ben écoute, tu as quelque chose qui justifie le pen test. Fait que si tu te C'est fais ça. arrêter par la police, tu te fais intercepter en premier lieu, puis après ça, ils vont aux questions, puis là, après ça, ils t'arrêtent, ben là, tu sors le document, tu dis, gars, Ton entente. voici, C'est tu as ça. une entente, là, après ça, tu es libéré, là. Puis Ouais. peut-être pas sur le champ, mais au moins, tu as une T'as le entente, tu as quelque papier. chose, C'est tu as un ça. papier pour te prouver. Les autres, après ça, ils vont faire leur enquête, là. Mais Ouais. oui, oui, effectivement, il faut Une vraiment entente. avoir quelque chose, un document. Alors, on n'est pas dire que c'est un métier pour travailler autonome. Ben, si tu es travailleur autonome, tu es ton propre t'es employé-employeur, là. Oui, Ben, il faut que tu ailles le papier. Tu vas avoir l'entente. Ton document va être signé avec ton client. C'est ça qui Mais va te protéger. et dans le fond, registré comme Gustavo, entreprise autonome, des choses comme ça, oui. Oui, oui. ta question, est-ce que c'est si je me promène avec du matériel comme Nadia nous montrait tantôt dans son vidéo, j'ai ça dans ma voiture, je fais un excès de vitesse, la police m'arrête, il remarque que j'ai ce matériel-là dans ma voiture, est-ce que je vais avoir des problèmes? C'est ça ta question? Oui. Parce que est-ce que c'est illégal de posséder ce matériel-là? Je pense pas, là. Non. Je pense pas qu'il y aurait des problèmes parce qu'il y a ce matériel-là dans sa voiture, là.
Non, mais ils Non, peuvent poser j'imagine. des questions. Ils peuvent poser des questions, mais ouais. au-delà de ça, c'est pas une arrestation, c'est une interception. C'est pas la même affaire, là. Ouais. Mhm. Puis, je Puis, tu sais sais, pas, ça, c'est mais en vente. C'est en vente au public, c'est en vente. c'est en vente. Puis aussi, je veux dire, il y a quand même aussi l'argument de dire qu'il étudie là-dedans, que ça peut être des outils Oui, de recherche, j'imagine. Je pense pas que ça serait. Pas non, sûr que tu aurais bien du trouble, là. non, 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 non. Mais s'il passe aux douanes, oui. Ouais, ben, À moins qu'il y ait encore là une passer aux entente, son douanes, document là, est signé. avec ou sans Raspberry Pi, je pense pas une super bonne idée de ça Non, ici. non, non, non. Mais Hein? tu sais, si tu as ça en plus, Ouais, non, non. Non, pas bon. parce que tu sais, si ton laptop est encrypté et qu'il te demande de l'ouvrir, ils ont le droit de le saisir et de partir avec. Mhm. Je comprends. Merci. Merci pour la réponse. Merci Harold et merci Linda. Ah, ça fait plaisir. Moi, j'ai une tranche de vie à partager. Je ne sais pas si ça Oui, vous intéresse d'entendre ça. bien sûr. Moi, ça a fait ma semaine. Là, j'étais morte de rire. Je posais des questions à une intelligence artificielle sur des techniques d'attaque. Mhm. Je pose mes questions en anglais parce que je trouve que ça va. Le vocabulaire en anglais, c'est plus fluide pour moi, là. Oui. Fait que l'intelligence artificielle commence à me répondre en anglais, puis à un moment donné, oups, il me répond en russe. Ah, c'est le fun! Fait que là, j'ai dit, pourquoi tu me réponds en russe? Là, oups, I'm sorry, I'm confused. Je sais pas, j'ai trouvé ça drôle. Ça fait ta semaine. Ouais. Des fois aussi, je m'amuse beaucoup avec le chat GPT. Là. Je commence à. Des fois, ça n'a pas de bon sens. Mais on n'a encore rien vu. Donc, la semaine prochaine, on regarde les groupes cybercriminels, autant mardi et jeudi. Puis, parce que j'en ai beaucoup à dire, surtout avec la dernière année. Euh, je fais partie, tu sais, je fais pas juste du forensique puis de l'open source intelligence, ça, je suis aussi un petit peu avec l'équipe de collecte sur les renseignements sur les menaces, ça, ce qu'on appelle le threat intel en anglais. Donc, je suis plus souvent dans le dark web, puis ces forums, puis en plus, on a eu les fameux groupes qui sont chicanés, là, les groupes de cybercriminels qui sont chicanés. Ça, c'est parfait. Quand les groupes cybercriminels se chicanent, c'est parfait. Donc, c'est ça qu'on va parler la semaine prochaine. Puis dans 2 semaines, ça va être le dark web. Ah, attends, Nadia. Oui. C'était par rapport à les Raspberry Pi puis les firewalls. C'était quoi le Whole Pi Hole, je sais pas trop quoi. Ouais. Bon, c'est toutes ces choses, ces belles choses-là. Est-ce que c'est oui, Pi-hole. Est-ce que c'est un... Parce que là, la raison que je te pose la question, c'est parce que quand que Sylvain en parlait, puis quand que Cédric aussi en parlait, il sélectionnait quel Mhm. appareil qui se faisait filtrer. Est-ce que ça a un impact? Fait que dans le fond, sur le réseau, la manière que ton réseau fonctionne. Ben, tu vas avoir moins de garbage sur ton réseau parce que tu installes ça justement pour ça, pour cleaner finalement, pour faire du nettoyage de qu'est-ce que tu vas voir puis qu'est-ce que tu verras pas quand tu vas naviguer sur Internet. Donc, lui, à la base, il y a par défaut une très longue liste d'adresses IP et de noms de domaine qui va bloquer. Donc, c'est souvent catégorisé, par exemple, tous les sites de 3X ou des sites, peu importe, là, les sites illégaux. Donc, lui, tu as déjà ça par défaut. Tu vas avoir des centaines d'adresses IP qui sont bloquées dès que, naturellement, c'est dans sa base de données. Donc, si
par hasard, tu navigues sur un site 3X, ben, il y a une grosse chance que ça va être bloqué. Donc, parce que tu as un payload qui bloque les sites 3X. Mais après ça, tu peux en intégrer d'autres. Puis ça, ben, il y a des sites sur Internet où tu peux télécharger des fichiers avec des listes d'adresses IP bloquées. Donc, c'est souvent catégorisé. Donc, tu télécharges ça, puis tu l'intègres à ton payload. Donc, tu vas avoir des milliers de sites qui seront bloqués. Et aussi les fameuses pubs. Mais ma question, c'était plus, était plus sur le fait si ça a un impact sur, admettons que j'ai tous les appareils qui sont connectés à mon Wi-Fi, si je les faisais tous passer par Pi-hole, est-ce que ça aurait un impact sur mon réseau? Ou, Ben, c'est ça, ton impact, c'est que si comme Sylvain, lui, il l'avait fait juste pour, je pense, pour son réseau Wi-Fi, mais si moi, je le mets sur mon réseau filaire, tout mon réseau local, tous mes ordinateurs passeraient par là. Donc, l'impact, oui, a une grande portée, mais c'est un impact qui est positif parce que je vais avoir moins de garbage que je vais naviguer sur beaucoup moins je vais avoir des milliers de sites qui vont être bloqués, entre autres les adresses IP malveillantes avec les pubs malveillantes. Donc, tout ça, ça va être bloqué. Donc, oui, ça a un impact, mais c'est un impact qui est positif. Je veux dire, j'installe ça pour avoir moins de garbage, de cochonneries qu'on dit en bon québécois. Donc, je vais en avoir beaucoup moins. Hein, parce que les pubs, hein, il y en a énormément, la publicité qui sont malveillantes, des malwares qui se cachent derrière les pubs. Donc, tout ça, ça va être bloqué. Tant mieux. Et puis, mon autre question, c'était, parce que là, j'ai vu qu'il y avait une couple de logiciels qui reliaient avec Raspberry Pi. Il y avait Pi-hole, il y avait quelque chose pour le firewall, puis il y avait un autre... Oui, il y avait Thor, puis il y avait... C'était quoi l'autre qui m'intéressait? C'était les... Oh, là, comme c'est la fin de ma journée, là, il n'y a plus rien qui rentre, là. Mais, parce qu'il y avait une couple de logiciels que quand je vais les réécouter demain, là, puis je vais les avoir, là. Mais est-ce qu'on est capable d'avoir tous ces logiciels-là sur le même Raspberry Pi? Est-ce que c'est une possibilité? Il faudrait avoir un Raspberry Pi par... Oui, ben, c'est que jeudi, j'ai remarqué ça tantôt dans les fichiers que je vais vous montrer jeudi. J'ai un petit fichier TXT avec des liens là, pour qu'on puisse installer un mutual boot sur un Raspberry Pi. Donc, ça veut dire que tu pourrais installer, par exemple, un Windows, ton petit Raspberry Pi, un Debian. Puis là, avec le multiboot, tu ferais comme des fois on installe sur une clé USB, là, un boot. Donc, quand tu vas démarrer ton Raspberry Pi, il va te demander sur quel système que tu veux que je démarre. Donc, ça, on peut l'installer sur Raspberry Pi. Mais toi, Ça, tu on le parles regardera du jeudi. processus, là, du processeur, right? Ça peut être un Linux ou un Windows, c'est ça? C'est ça, peu importe le système d'exploitation. C'est comme, des fois, on peut installer ça sur une clé USB. Donc, tu installes ton multiboot sur ta clé USB, tu installes un Windows puis un Linux, peu importe, ou deux Linux. Puis, quand tu vas démarrer ton ordinateur sur la clé USB, tu vas avoir une interface qui va arriver, une interface graphique, puis il va te dire sur quel système d'exploitation tu veux que je démarre. Tu peux installer ça sur un laptop aussi. Hein. Si c'est ton laptop, tu as un Windows, puis tu as un Kali ou un Ubuntu, ben, ton multiboot va te demander sur quel système tu veux que je démarre. Tu vas dire, ben là, je veux démarrer en Windows. Donc, ça va être la même chose sur le Raspberry Pi. Le plus simple, c'est d'avoir une carte SD pour ton
une carte SD pour ton émulateur de jeu, puis une carte SD pour ton VPN. Pour la carte de jeu, puis Dans le Raspberry Pi, le système d'exploitation, il est sur la carte SD. Au prix que ça coûte aujourd'hui, tu fais juste changer de carte SD, puis ton Raspberry Pi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Ben ouais, hein? Parce que maintenant, en plus, c'est 128 GB. Mais sinon, tu peux en avoir une 32 GB, tu mets un Windows, puis un autre 32, un Linux, ça. Ça coûte pas si cher que ça, les cartes SSD, mais tu pourrais aussi avoir sur la même carte un multi-boot. OK. Bonne soirée. Oui, bonne soirée, qu'à jeudi. Ouais, jeudi. Bye. Bonne soirée, merci. Bonne soirée.